Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette matinale autour d'abord de Patrick Artus et du rapport Draghi. Alors, on a déjà lu beaucoup de choses sur ce rapport, sur les travaux de Patrick Artus, mais je crois que c'est une des premières matinales physiques de débat à Paris autour de ce rapport. Donc, nous sommes très fiers à l'AEFR de pouvoir organiser cette matinée. Vous êtes aussi nombreux dans la salle qu'en ligne, donc on va essayer de jongler avec toutes les questions que vous avez déjà. Mais avant, je veux introduire Patrick Artus. A-t-on besoin de l'introduire? Non, mais c'est juste le plaisir de le faire, parce que vous êtes vraiment ici chez vous. C'est la première fois que vous participez à une manifestation expertise de l'AEFR. Pourtant, vous êtes depuis 1988 l'auteur de 54 articles de la revue d'économie financière. Donc, je pense que vous êtes quand même un tout petit peu chez vous. Et le dernier article publié était sur un thème qui a peut-être un lien avec le débat qu'on va avoir de façon collatérale ce matin. C'était sur l'endettement public. Et puis, vous avez coécrit avec Olivier Pastré, qui est père fondateur d'une certaine manière, ou l'esprit de la revue, un ouvrage sur l'économie de l'économie d'abondance à l'économie de la rareté. Et votre dernier ouvrage date de l'année dernière, Quelle France en 2050. Donc on est vraiment dans l'esprit, me semble-t-il, du rapport Draghi. Je ne vais pas refaire toute votre carrière parce que ça prendrait trop de temps, mais enfin, vous avez quand même passé. En fait, vous êtes quand même un économiste qui a été à la fois dans l'entreprise, vous avez passé 20 ans chez Natixis, et du côté de l'université, de ce qu'on appelle en bon franglais les académiques, que ce soit à l'INSEE, à l'OCDE, à la NSAE ou à Dauphine. Et aujourd'hui, vous êtes à nouveau à cheval entre ces deux activités, puisque vous êtes encore conseiller économique de gestionnaire d'actifs, du gestionnaire d'actifs au SIAM. Et puis, vous êtes bien évidemment membre du Cercle des économistes, membre du comité de rédaction de la revue d'économie financière et bien d'autres choses encore. J'ai été trop longue, mais j'avais quand même envie de rappeler voilà, le sens de votre présence ici ce matin. Je sais que vous avez vos propres idées sur le rapport Draghi et sur ce qu'il faut en faire et ce que doit faire l'Union européenne, mais on aimerait avoir d'abord votre éclairage, votre lecture même du rapport lui-même. Je vous donne la parole et puis ensuite vous aurez droit à une question-réponse auquel vous êtes parfaitement accoutumés. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais m'asseoir. Donc, je pense que je vais séparer ma présentation en 4 parties. Une partie sur le constat que fait Mario Draghi, une partie sur les solutions, les remèdes qu'il propose, mais pas dans le domaine financier, une partie dans ce qu'il propose pour la finance européenne, et puis une partie sur les difficultés que j'ai parfois avec certaines propositions de Mario Draghi ou le caractère très improbable que ces propositions soient suivies. Voilà. Alors, le constat, le constat est, vous avez lu probablement 300 articles sur le rapport Draghi. Enfin, tu es une des rares personnes à avoir lu l'entièreté, comme on dit en Suisse, du rapport Draghi, y compris les annexes. Mais il y a plein d'annexes sectorielles. Regardez-les sur la pharma, sur la tech, qui sont extrêmement intéressantes. Mais ce qui nous concerne, c'est les annexes sur le financement de l'économie qui sont plus. Alors, quel constat fait Mario Draghi? C'est un constat connu, que le poids de l'Europe dans l'économie mondiale diminue maintenant depuis plus de 20 ans. Si vous regardez le poids de l'Europe dans le PIB mondial, il est aujourd'hui de 17%. C'est le même poids que celui de la Chine, et le poids des États-Unis, c'est 26%.
si vous regardez l'écart de revenus par tête entre un Américain et un Européen, en parité de pouvoir d'achat, pour corriger les mouvements de change, etc., il est passé de 15% en faveur des États-Unis à 30% en 2023, en 20 ans. Donc, il y a un décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis. Et donc, Draghi, dans une longue introduction, explique sa vue des causes du décrochage. Et alors, je vous fais la liste de ces causes. Politique de la concurrence. Alors, ça, c'est un point assez important, et j'y reviendrai. Gain de productivité faible en Europe, et aussi, il faut comprendre des raisons. Dépendance de la croissance européenne vis-à-vis du commerce mondial, dépendance énergétique de l'Europe, incapacité à générer des grandes entreprises dans la technologie. Il y a un chiffre qui est frappant, qui a que 4 simplement des 50 plus grandes entreprises de tech sont européennes. Réduction de la population en âge de travailler, bien sûr. Et puis, en réalité, enfin, j'utilise mes mots et pas les mots de Draghi, aversion pour le risque beaucoup plus forte des prêteurs ou des épargnants européens, et ça, bien sûr, j'y reviendrai. Et Draghi insiste beaucoup sur les réglementations extrêmement fortes en Europe, et en particulier sur les réglementations qui pèsent sur les PME. Dernier point, une politique climatique européenne qui n'a pas été associée à une politique industrielle. L'exemple le plus clair, c'est que 80% des matériels pour les énergies renouvelables sont importés de Chine. Et donc, quand vous faites des politiques d'accélération de la transition énergétique, vous générez un flux d'importation massif de ces matériels depuis la Chine, parce qu'il n'y a pas eu de coordination entre la politique climatique et la politique industrielle. Autres explications, le caractère peu innovant des PME européennes. Alors, je parlerai des problèmes de l'innovation. Le prix de l'énergie, alors surtout depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vous avez un prix de l'énergie en Europe. Si vous regardez le prix du gaz naturel, c'est essentiellement sur le gaz naturel que se fait la différence. Un prix de l'énergie qui est à 40 € le mégawattheure en Europe, qui est à 7 ou 8 € le mégawattheure aux États-Unis. Donc, c'est un rapport de 1 à 4 sur les prix de l'énergie. Et j'y reviendrai, bien entendu, en parlant de finances, le problème de l'insuffisance de la taille des fonds de venture capital en Europe. Vous savez qu'un tiers des licornes fondées en Europe sont partis aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a un autre chiffre accablant, c'est 60% des investissements de venture capital européens sont faits aux États-Unis. Donc le rapport de taille entre le venture européen et américain est encore plus grand que ce qu'on croit. Pas d'efforts joints des pays et pas de coordination entre les politiques industrielles, les politiques concernant les industries de l'armement, ce qui résulte de l'absence de coordination politique. Alors, des choses plus techniques, Draghi pointe l'interconnexion insuffisante des réseaux, soit des réseaux électriques, soit des réseaux de transport. Alors, les problèmes de talent et de connaissances, alors moi je pense qu'il joue un rôle. Alors, Draghi me cite dans son introduction, mais je pense que ces problèmes de connaissances et de talent jouent un rôle beaucoup plus profond. Enfin, l'Europe a un problème de niveau de sa population ou de ses jeunes par rapport aux États-Unis. Vous regardez toutes les enquêtes, et en particulier les enquêtes sur le niveau scientifique des enfants ou des adultes, elles sont accablantes pour l'Europe. Voilà. Donc, c'est le constat. Enfin, en gros, il n'y a rien qui va, quoi, je veux dire. Donc, puisqu'il y a des problèmes
il y a de blocage des gains de productivité, d'absence, enfin de faiblesse du secteur technologique, de faiblesse du financement des startups et des entreprises en croissance, d'aversion pour le risque des épargnants, de bureaucratie, d'absence de coordination entre les pays européens et de talent. Alors, je passe aux remèdes qui ne concernent pas la finance. Évidemment, on peut d'ailleurs dire que il y a une partie de ces remèdes qui sont quand même du wishful thinking, hein, mais c'est bon. Alors, il y a 7 ou 8 remèdes, et je vais les évoquer, les décrire. Bon, Draghi dit il faut relocaliser les capacités de production de tout ce qui est technologie clean tech, quoi, de toute technologie verte. Effectivement, on voit le problème en gros, l'Europe ne fait plus, dans ce qui concerne, par exemple, les énergies renouvelables, que les fûts d'éoliennes. L'Europe a perdu les pales, l'électronique, le solaire, tous les matériels, par exemple pour la filière hydrogène, hein, qui sont partis dans d'autres pays. Deuxièmement, il préconise un changement de la politique de la concurrence qui protégerait les industries naissantes. Alors, c'est un vieux thème de l'économie du développement, hein, la protection des industries naissantes. Donc, il faut savoir quelles sont les industries à potentiel qui sont trop petites pour être compétitives immédiatement. Il faut les protéger par des barrières douanières, par exemple par des droits de douane, pour qu'elles puissent grossir. Alors, prix de l'énergie, alors il y a des développements assez longs. L'idée, c'est que le principe de tarification de l'énergie en Europe génère, vous savez que c'est la tarification au prix marginal de production de l'énergie, et donc ça génère une volatilité des prix de l'énergie. Si vous regardez le prix de l'électricité européenne, aujourd'hui, il est un peu en dessous de 60 € le mégawattheure. On est monté à 140, 150 € le mégawattheure après la crise en Ukraine, parce que la tarification au coût marginal, évidemment, définit comme prix de l'ensemble de l'énergie, le prix qui est le prix de la façon la plus chère qu'on peut utiliser à court terme pour produire de l'énergie. Et donc, il propose de changer ce principe de tarification et de passer en gros à une tarification au prix moyen qui serait beaucoup plus stable et qui avantagerait en plus les pays qui ont des ressources énergétiques, par exemple nucléaires, importantes dans leur mix énergétique. Alors, autre proposition, alors l'achèvement du marché unique. Alors là, le problème, c'est pas tellement qu'il n'y a pas de marché unique, c'est l'absence de coordination que j'évoquais des politiques industrielles et des politiques énergétiques. Et donc, il y a vraiment un effort de coordination des politiques. Vous voyez, par exemple, dans le domaine des politiques industrielles, chacun a fait de la surenchère pour attirer les fabricants de semi-conducteurs, pour attirer les fabricants de batteries électriques. Les taux de subvention publique sont au-delà de 50% hein, sur ces industries, ce qui résulte en particulier de la concurrence entre pays pour être le plus attractif. Allègement de la réglementation. Alors, il n'y a pas des choses très, très précises. Alors, Draghi dit les réglementations sont pénalisantes en Europe par rapport aux États-Unis, mais est-ce qu'il s'agit des réglementations environnementales? Est-ce qu'il s'agit des réglementations de sécurité industrielle?
des réglementations techniques, il n'est pas très précis. Il y a clairement un problème réglementaire européen, une lourdeur réglementaire européenne, mais il n'y a pas de piste extrêmement précise. Alors, augmenter beaucoup les dépenses de recherche-développement. Alors, j'y reviendrai plus tard. Alors, ici, quelques exemples. Par exemple, la recherche-développement de défense, c'est 140 milliards de dollars aux États-Unis, c'est 10 milliards d'euros en Europe. Hein, donc, il y a un handicap énorme des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Si vous regardez les dépenses publiques pour l'espace, hein, c'est 73 milliards de dollars aux États-Unis, 13 milliards d'euros en Europe. Donc, il y a vraiment des points précis sur la R&D où il y a un défaut. Mais j'y reviendrai. Je crois que Draghi ne fait pas assez la différence entre la R&D publique et la R&D privée. Et qu'en réalité, c'est la R&D privée en Europe, c'est la R&D des entreprises qui est défaillante. Alors, réduire la dépendance européenne dans plein de choses, pour les produits digitaux, pour les métaux stratégiques, pour les semi-conducteurs. L'Europe, si vous faites le total de ces produits, l'Europe importe 80% de ces produits. Hein, entre semi-conducteurs, métaux critiques et digital, et importe de Chine, d'Australie, de République démocratique du Congo, d'Indonésie, du Chili, etc. Donc, il prône l'ouverture de mines en Europe, par exemple pour le lithium. Les réductions des délais des délais par exemple pour l'obtention de brevets, par exemple pour construire des éoliennes ou des champs de solaire, et réduction des délais d'obtention des permis de construire. Et ça, on sait que c'est un problème, alors qui n'est pas du tout le même dans les différents pays européens. C'est un problème très très important en France. Et puis dernier point, un travail sur les compétences. Alors presque 80% des entreprises européennes disent qu'elles ont des obstacles à leur croissance liés à ce qu'elles ne peuvent pas trouver les compétences nécessaires. Et donc, on sait d'où ça vient. Hein, on a peu d'étudiants en Europe en sciences, en technologie, en sciences de l'ingénieur. Si vous enlevez médecine, en Europe, 10% des étudiants étudient en sciences, en technologie, en engineering, etc. Et c'est à peu près 25% aux États-Unis. Insuffisance de la formation permanente. Et par rapport à des pays comme la Suède, par exemple, hein, qui ont fait un gros effort pour développer la formation au cours de la vie, hein, les pays d'Europe continentale sont assez défaillants sur tout ça. Donc c'est quand même un inventaire un peu à la Prévert d'idées, mais les idées essentielles, c'est pour accepter de protéger les industries naissantes, ce qui implique de travailler avec les directions de la concurrence européenne ou nationale. Le problème des prix de l'énergie, le problème des prix de l'énergie en Europe, il ne va pas se régler très rapidement parce que les États-Unis vont continuer à exploiter le gaz naturel et l'Europe est devenue dépendante du GNL, du gaz liquéfié. Et l'écart de prix, c'est la liquéfaction, le transport, la gazéification et l'injection dans le réseau. Donc il y a un écart de prix structurel entre le gaz naturel en Europe et aux États-Unis. Et je crois pas que ce que Draghi propose dans le changement de la tarification de l'énergie sera très utile pour faire baisser le prix du gaz européen. Les Américains ont l'avantage de la ressource gaz sur leur territoire. Les compétences, effectivement, et puis la R&D, j'y reviendrai.
Et l'autonomie sur un certain nombre de produits critiques, de matières premières ou de produits industriels, évidemment, c'est très important. Le problème, c'est qu'il va falloir cibler les efforts. Enfin, je veux dire, on a entendu, par exemple, qu'on voulait en Europe faire des investissements pour relocaliser la production d'éoliennes. Je veux dire, la production de cellules solaires, le cas est sans espoir. Donc Draghi dit bien il faut viser des industries pour lesquelles l'Europe peut avoir un avantage compétitif. Pensez aux ordinateurs quantiques. Hein, vous avez Pascal, par exemple, en France, hein, qui est au top niveau technologique mondial pour l'informatique quantique. Mais relocaliser la fabrication de cellules solaires, ça coûtera de l'argent aux contribuables. Et donc, je crois que Draghi n'utilise pas assez la piste de dire sécuriser les approvisionnements, ça ne nécessite pas toujours de produire localement. On peut sécuriser des approvisionnements par des contrats à long terme, par une diversification des fournisseurs. On n'est pas obligé de fabriquer tout ce qui est stratégique ou critique. Alors, je passe à la question de la finance. Alors, j'ai fait, enfin, il y a 10 propositions dans le rapport Draghi concernant la finance européenne. Et donc, je vais passer un peu plus de temps pour les analyser et regarder leur pertinence. Alors, la première idée, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de venture capital en Europe. Alors, effectivement, les chiffres sont assez saisissants. Hein. Alors, oui, donc, en amont de cette réflexion sur la finance, il y a le besoin de financement pour la transition énergétique, la réindustrialisation, le développement des technologies nouvelles. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats autour des 800 milliards d'euros par an nécessaires pour faire tout ça. Ça se décompose en 450 milliards par an pour la transition énergétique, 150 milliards pour les technologies digitales, 50 milliards pour l'industrie de défense et 150 milliards pour les innovations de rupture. Bon, alors ça, je vais évoquer. Et alors Draghi a visiblement fait tourner des modèles puisqu'il dit que si on augmente de 800 milliards d'euros par an à ressources d'épargne inchangées l'investissement, alors c'est 3/4 pour les entreprises et 1/4 pour les États, l'investissement en Europe, on aura une hausse des taux d'intérêt à long terme de 250 points de base. Et donc, ça provoquera un problème aigu de financement. Donc, les propositions pour la finance européenne résultent de cette idée que l'Europe, pour l'instant, n'a pas la capacité de financer 800 milliards d'investissements supplémentaires et que ça créerait une forte tension financière si elle faisait. Alors, quels sont les remèdes qui sont envisagés? Donc, insuffisant, développer le venture capital, alors et remédier à l'insuffisance du venture capital. Si vous regardez, par exemple, les levées de fonds en venture capital aux États-Unis, c'est à peu près 300 milliards de dollars par an. En Europe, c'est entre 20 et 30 milliards. Hein, c'est 1 à 15, quoi, je veux dire. Hein, c'est les levées de fonds du VC. Et donc, alors à tous les stades, hein, si ce que vous regardiez, la seed money, early stage, late stage, on est à peu près alors pas en levée de fonds, mais en niveau d'investissement, on est à peu près au 5e des investissements aux États-Unis. Et vous savez qu'il y a en plus une difficulté, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les fonds de VC européens financent souvent des investissements d'entreprises américaines. Voilà. Et il y a 60% de l'argent du venture capital européen qui est investi aux États-Unis. Donc, il ne reste pas grand-chose en Europe. Il reste à peu près que 12 ou 14 milliards d'euros par an contre 320 milliards aux États-Unis. Donc, il y a un énorme problème de capital risque. Et donc, je dirais le deuxième problème auquel il faut remédier, c'est le ring fencing.
Le problème, vous le savez, alors l'Europe est financée essentiellement par les banques, hein, j'y viendrai plus tard, et les banques européennes ont des règles qui sont de fait, ou qui sont des règles imposées par les banques centrales, de ne pas prêter leur liquidité en dehors du pays. Et même ceci concerne les banques pan-européennes. C'est-à-dire BNP Paribas ne peut pas prêter des liquidités de la France à sa filiale italienne. Il y a vraiment un cloisonnement du marché de la liquidité et qui résulte de l'inquiétude des banques centrales sur le fait que les banques perdraient, dans période de tension financière, la liquidité filerait ailleurs et pénaliserait les emprunteurs nationaux. Donc, il dit, il faut faire j'y viendrai plus tard, mais il faut faire le marché unique des capitaux en Europe. Mais alors, le problème que j'ai, mais c'est une proposition de Draghi dont je parlerai dans un instant, il ne parle pas vraiment des banques. Et son idée, c'est que les banques ne peuvent pas, en Europe, ne sont pas, qu'on ne fait pas de financement de l'innovation par les banques. Hein, et que un des problèmes de la finance européenne, c'est le rôle très important des banques. 80% du financement des entreprises, c'est un financement bancaire. Et donc, il aborde le ring fencing plutôt pas sur le champ de la liquidité bancaire, et sur le champ, par exemple, de la préférence nationale des investisseurs institutionnels. Alors, je remonte un peu en arrière. Un autre chiffre qui est particulièrement inquiétant, ça concerne le venture capital, c'est quelle est la part européenne du financement de l'intelligence artificielle. Quand vous regardez les budgets mondiaux de financement de l'IA, c'est 67% aux États-Unis, 17% en Chine, 6% en Europe. Et donc, ça illustre bien l'insuffisance des financements à risque en Europe. Alors, c'est donc deuxième proposition, sortir du ring fencing. Troisième proposition, réformer les ratios prudentiels des banques et des assureurs, hein, réformer Solvabilité 2 et réformer BAL 3 pour augmenter la part admissible dans les bilans des assureurs ou les bilans des banques du venture capital, par exemple, essentiellement. Et donc, sortir de cette. Alors, ça a été déjà fait en ce qui concerne les assureurs. Hein. Il y a eu une réforme déjà de Solvabilité 2, mais qui devrait aller plus loin d'après Draghi pour vraiment permettre aux assureurs d'investir beaucoup plus en investissement à risque. Quatrièmement, prise de risque accrue des prêteurs publics. Alors, il mentionne beaucoup la Banque européenne d'investissement, la BEI. Ça peut concerner BPI France, KfW, etc. Et sa critique essentiellement de la BEI, c'est que la BEI a une très grosse aversion pour le risque dans les prêts qu'elle fait. Et donc fait des prêts à des emprunteurs qui sont très sûrs. Et donc, il propose de permettre à la BEI de faire beaucoup de financements plus risqués. Alors, cinquième proposition, il y en a deux en réalité, c'est harmoniser le droit des faillites. Alors, il y avait eu un travail très intéressant du Conseil d'analyse économique en France, hein, sur le fait que le droit des faillites en Europe était extrêmement différent. Les pouvoirs des prêteurs et des emprunteurs étaient extrêmement différents des pays européens. Et pour Draghi, c'est un problème qui empêche en réalité de faire le marché unique des capitaux, parce que les prêteurs ne veulent pas être confrontés à un droit des faillites qui ne soit pas le droit national. Et aussi une proposition sur laquelle ils insistent beaucoup, c'est
à harmoniser les réglementations financières. Donc, il prône pour, il pense qu'il faudrait un régulateur unique des marchés, comme la SEC. Donc, il dit qu'il faut donner à l'ESMA ce rôle de régulateur unique des marchés financiers, qui aurait autorité sur les émetteurs internationaux, les marchés régulés dans les différents pays. Donc, en fait, il ferme les AMF et il donne ce rôle à l'ESMA. Alors, on en est à 5, il y en a 10. 6, alors c'est un peu technique, mais il pense qu'il faut avoir, une instance de règlement livraison unique en Europe. Il y a une entreprise qui assure le règlement livraison unique en Europe et pas une multiplicité d'acteurs. Alors, 7, d'abord, là, on ne peut pas y échapper, c'est création de fonds de pension. Alors, vous savez que les fonds de pension européens, c'est les Pays-Bas, c'est les Pays-Bas et la Suède. Hein. La taille des fonds de pension européens, c'est 32% du PIB, mais enfin, c'est 200% du PIB aux Pays-Bas. La taille des fonds de pension américains, c'est 142% du PIB. En France, c'est 1% du PIB. Et donc, évidemment, ça change complètement le fonctionnement de la finance. La finance normale en France, c'est que les épargnants épargnent sous la forme d'assurance vie alors il y a les UC, mais enfin, qui est largement prêté aux États, et de dépôts de livrets bancaires ou de livrets d'épargne qui financent le crédit bancaire. Donc on a une finance qui est bancarisée, et alors qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez la taille des fonds de pension, il y a 60% d'actions dans les actifs des fonds de pension. Les fonds de pension sont très gros sur le marché du private equity, etc. Et donc ça vous crée une désintermédiation du crédit naturelle aux États-Unis, au Canada ou dans les pays ou aux Pays-Bas hein, et en Suède, dans les pays où il y a des gros fonds de pension. Alors, donc, ça, c'est la proposition 7. Alors, 8, alors c'est parallèle. Réduire la taille des financements bancaires et développer les financements non bancaires. Hein. Et donc, il répète qu'il faut plus de business angels, plus de venture capital, et donc un financement parce qu'il y a des investissements qui sont très difficiles à financer par les banques de par leur nature, que les banques ne financent pas ou très peu les startups, etc. Et donc, il faut changer, il faut se rapprocher du modèle américain de financement non bancaire majoritaire. Vous savez qu'aux États-Unis, les entreprises américaines sont financées 75% sur les marchés et 25% par les banques. Une banque américaine n'a à peu près, une banque américaine n'a à peu près pas de bilan parce qu'une banque américaine prête très peu aux entreprises et quand elle prête aux ménages, elle titrise pratiquement immédiatement l'ensemble des prêts hypothécaires à Freddie, Fannie, etc. Donc ça crée en plus un avantage comparatif de régulation parce que les banques américaines ont des bilans extrêmement petits et donc ont besoin de beaucoup moins de fonds propres que les banques européennes qui gardent les crédits aux entreprises et l'essentiel du crédit au ménage dans leur bilan. Alors, ensuite, il crée un actif sans risque européen. Alors, il plaide, effectivement, alors c'est ce plaidoyer dont on a beaucoup entendu parler pour la création d'une dette européenne commune. En gros, il faut pérenniser Next Generation EU. Il faut avoir un Next Generation EU par an, financé par la Commission européenne et qui non, c'est émis émis par l'Union européenne. Alors, financé, on ne sait pas encore par quoi, mais bon, il faudra bien trouver des ressources européennes adossées à ces financements et qui fabriquera un actif. On aura une dette publique européenne ratée initialement AAA et de grande qualité et qui sera attirante pour les investisseurs. Et alors ça c'est un point que j'aborderai dans la discussion. Le problème, ça réglerait la segmentation du marché des dettes publiques européennes et ça
ça réglerait une partie du problème de financement du besoin accru d'investissement. Mais alors, Draghi ne met pas en avant, c'est que ça pourrait rendre la dette, même la dette publique européenne, plus attrayante. Un problème essentiel de l'Europe, c'est que nous avons l'Europe a un excédent de sa balance courante qui oscille autour de 3 points de PIB chaque année et qui est essentiellement prêté aux États-Unis. Et donc, les 5 points de PIB de financement supplémentaire qu'appelle de ses voeux Draghi, vous réglez 60% du problème si vous êtes capable de conserver l'épargne des Européens en Europe. Mais j'y viendrai, je crois que ça ne se fera pas miraculeusement. Si vous êtes un fonds de pension hollandais ou un assureur vie allemand ou français, vous êtes attiré par le marché américain et on n'aura pas miraculeusement une conservation de l'Europe des Européens en épargne. Avoir un actif sans risque européen, ça peut contribuer. Il y aura une demande probablement très forte pour un actif sans risque européen, plus forte que pour la dette segmentée des pays européens. Et puis, il y aurait un rating très bon. Et vous savez, par exemple, que la plupart des banques centrales, même aujourd'hui, n'investissent pas ou très peu en dette italienne ou espagnole. La Banque centrale asiatique moyenne investit en dette allemande, en dette hollandaise, en dette autrichienne, en dette finlandaise, et à sa grande erreur en dette française, mais pas en dette des pays du Sud. Et donc, ça élargirait l'attractivité du marché de la dette publique européenne. Et 10e et dernière proposition, relancer la titrisation, parce que c'est l'idée qu'il faut davantage de financement non bancaire. Donc la titrisation, c'est transformer des crédits en obligations. Donc il faut davantage de financement non bancaire et moins de financement bancaire, et donc il faut relancer la titrisation. Alors, dernier point, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Moi, j'ai quatre réactions et réserves pour le rapport Draghi. D'abord, je ne crois pas je crois que les épargnants ou les prêteurs européens ont une aversion pour le risque forte et qu'on ne la fera pas changer. Ça a toujours été le cas. Quand vous regardez la structure de l'épargne des Européens, quand vous regardez la taille du private equity, il y a une aversion pour le risque qui va être extrêmement difficile à corriger et donc et qui est amplifiée par des positions politiques. Dans la création de fonds de pension, je crois que c'est pas demain la veille que vous ferez créer des fonds de pension en France, en Italie ou en Allemagne. Il y a un système de retraite par répartition, en plus qui serait extrêmement difficile à changer parce que les fonds de pension, il faut les capitaliser. Donc, les pays qui ont créé des fonds de pension, soit ça a été fait il y a très longtemps dans le temps, soit comme le Chili, ils ont fait des privatisations massives, ils ont donné l'argent des privatisations aux fonds de pension. Mais créer ex nihilo des fonds de pension, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut avoir une double cotisation pendant le moment de la montée en régime des fonds de pension. Donc je ne crois pas que l'Europe se donnera de fonds de pension et je crois que les épargnants européens, alors il y a un peu plus d'UC, etc. Peut-être on peut réduire un peu leur aversion au risque. Mais enfin, l'essentiel de l'épargne des Européens, ça restera de l'épargne peu risquée. Et donc, si on veut financer 800 milliards d'euros par an d'investissements dont certains sont risqués. Quand vous financez, alors, l'investissement de transition énergétique, c'est pas très risqué, mais si vous financez des relocalisations industrielles, des développements technologiques, si vous voulez avoir les mêmes budgets de l'espace qu'aux États-Unis, la même taille des fonds de venture capital, je crois que ça se fera pas directement par les épargnants. Et donc, il faut intermédier l'épargne, et donc de manière à avoir de l'épargne qui reste sans risque pour l'épargnant et qui finance des projets risqués. Et donc, cette intermédiation, elle peut
elle est faite par les banques, par les assureurs, si on dessert leurs contraintes réglementaires. Je crois qu'il y aura un rôle croissant des banques publiques. Alors là, Draghi le dit bien, et c'est que la BEI, hein, c'est les banques publiques nationales. Hein. Il faut avoir KfW, BPI-France de plus grande taille. Et puis, je crois qu'il faudra que les États ou l'UE se lancent dans une politique de garantie de l'épargne contre le risque. Et cette garantie ne coûterait rien aux États ou à l'Union européenne. Quand vous regardez le rendement moyen du venture capital, c'est autour de 10%. Donc, en moyenne, vous ne perdez pas d'argent quand vous faites des financements à risque. Donc, garantir l'épargnant contre le risque implicite au fonds de venture capital, ça ne coûtera rien aux États et ça rassurera les épargnants. Alors, à ce point, il faut détruire une idée reçue. Il y a une idée reçue qui dit que le problème de l'Europe et le problème d'aversion au risque des épargnants européens, c'est lié à l'âge élevé des épargnants. Alors ça, cette idée reçue est totalement fausse. Les Européens épargnent à risque d'autant plus qu'ils sont vieux. Et donc, il n'y a pas du tout d'aversion plus forte au risque des vieux. Les vieux Européens ont une part des actions et du private equity dans leur portefeuille qui est beaucoup plus élevée que les jeunes. Et la raison qui est évoquée en théorie, c'est que quand vous êtes vieux, vous n'avez plus de risque de revenu. Vous touchez une retraite et vous n'avez plus la peur de perdre votre emploi. Et donc, la disparition du risque de revenu vous permet de prendre plus de risques sur votre épargne. Donc, ce n'est pas l'âge qui est un problème en Europe, c'est la sociologie des épargnants européens. Ces Américains, ils ont tous émigré, quoi. Et donc, il y a une sélection qui a été faite. Probablement, les pays où la population est largement faite d'immigrés ont des aversions pour le risque plus faibles que les pays où vous avez sélectionné des gens qui n'avaient pas le courage d'immigrer que d'émigrer, quoi. Donc, deuxième problème, quand on regarde les chiffres, il n'y a pas du tout de handicap de l'Europe. Je parle maintenant de l'innovation. Il n'y a pas du tout de handicap de l'Europe dans la recherche fondamentale. J'ai regardé très attentivement les chiffres des publications scientifiques, du nombre de chercheurs, ou bien des budgets publics pour la recherche fondamentale. Il y a des chiffres aussi sur les articles qui ont eu beaucoup d'influence, hein, les articles scientifiques qui sont les plus pertinents. L'Europe est en avance sur les États-Unis et sur la Chine. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de la recherche fondamentale européenne. Le problème, c'est que cette aversion pour le risque des Européens, elle se voit aussi dans les entreprises européennes. Et donc, les entreprises européennes, d'une part, communiquent assez mal avec la recherche fondamentale, alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de taux. Et puis, il y a la DARPA qui force ces taux, qui associe des labos d'université et des entreprises. Et puis, quand vous regardez la recherche-développement financée par les entreprises, c'est 1,5% du PIB dans l'UE, c'est 1,9% du PIB en Chine et c'est 2,8% du PIB aux États-Unis. C'est presque 1 à 2. Donc, le problème, c'est l'aversion pour le risque en Europe, ce n'est pas simplement les épargnants, c'est aussi les entreprises. Et ça, à nouveau, c'est très difficile à corriger, quoi, je veux dire. Et on voit bien la réaction. Moi, par exemple, je prenais l'exemple de Pascal, hein, qui est les ordinateurs quantiques français. Quand le créateur et PDG de Pascal va proposer de vendre un ordinateur quantique à des entreprises, alors qu'est-ce qu'il a trouvé comme client? Il a trouvé comme client Saudi Aramco, c'est-à-dire les Saoudiens, qui ont vu immédiatement l'utilité pour la prospection pétrolière, les sismiques, etc. Et il n'a trouvé aucun client dans le CAC 40. Donc c'est vrai, quelle que soit la taille d'entreprise, il
les entreprises françaises ne sont pas très attirées par les dépenses d'innovation. Et donc ça, et c'est vrai en Europe, hein, et donc ça, c'est aussi compliqué à corriger. Donc il y a quand vous êtes un créateur d'entreprise en Europe, d'une part, vous avez une idée de tech excellente, vous venez du CEA, vous créez votre boîte, vous avez une idée de tech excellente. D'une part, à partir du moment où vous devenez assez gros, vous avez beaucoup de mal à trouver des financements suffisants. La taille des levées de fonds que vous pouvez faire en Europe n'a aucun rapport avec les levées de fonds que vous pouvez faire aux États-Unis. Et d'autre part, vous n'intéressez pas beaucoup les grandes entreprises européennes à vos projets. Et donc, vous êtes vraiment incité à délocaliser par attraction de la capacité de financement aux États-Unis et par plus grand intérêt pour la technologie dans les grandes entreprises américaines. Donc ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème, il y a un problème qui relie la discussion avec le modèle social européen. Vous avez un partage des revenus qui est très différent aux entreprises aux États-Unis et en Europe. En Chine, on a des idées vagues du partage des revenus. Si vous regardez les statistiques officielles, les salaires réels augmentent beaucoup plus vite que la productivité, mais ça ne se voit pas vraiment dans les chiffres de la consommation, donc ça doit être assez bizarre. En comparant les États-Unis et l'Europe, aux États-Unis, un tiers des gains de productivité vont aux salariés. En Europe, 100% des gains de productivité vont aux salariés. Donc ça fait un modèle social très différent. Et du coup, la rentabilité des entreprises américaines est très supérieure à la rentabilité des entreprises européennes, simplement parce que d'abord, il y a quelques positions de monopole, mais simplement, elles paient moins leurs salariés, quoi, hein. Et donc, quand vous regardez le rendement des fonds propres des entreprises américaines, il est de 16% contre 9% en Europe. Et ça, c'est intimement lié au choix du modèle social, mais ça va être de ce fait, ça va être extrêmement difficile de garder les financements en Europe. À nouveau, mon fonds de pension hollandais, s'il investit chez Nvidia, il va avoir 25% de rendement des capitaux. S'il investit chez Philips, il va avoir 6% de rendement des capitaux, et donc il ne se pose pas de questions. Et donc, ça va être extrêmement difficile de conserver. On ne va pas changer notre modèle social, et puis on ne veut pas, mais ça va être extrêmement difficile de financer ces suppléments très importants d'investissement qui est nécessaire, parce que la rentabilité du capital des entreprises est faible en Europe, je veux dire, hein. Et c'est une conséquence des choix de partage de revenus entre entreprises, entre salariés et entreprises. Et dernier point, remarque, Draghi parle beaucoup du problème de financement. Donc, il insiste beaucoup sur ces 800 milliards d'euros par an qu'il faut pour financer la transition, la technologie, etc. Mais le problème de l'Europe, c'est que avoir des financements, ça ne sert pas à grand-chose quand il n'y a pas de projet. Alors, quand vous faites le bilan de Next Generation EU, hein, vous aviez 800 milliards d'euros disponibles. Alors, c'est jusqu'en 2026, ça n'est pas fini. Mais aujourd'hui, il y a eu 230 milliards d'euros de versés au pays et 120 milliards d'euros d'investis. Et le problème, c'est l'insuffisance des projets technologiques, de transition, etc. Et donc, ça confirme le jugement sur le fait que les entreprises européennes ne sont pas très technologiques, ont une grosse aversion pour le risque, travaillent avec des vieilles technologies. C'est assez. La France est un cas. Le taux d'investissement des entreprises françaises, il est supérieur au taux des investissements des entreprises américaines. Mais le taux d'investissement en nouvelles technologies des entreprises françaises, c'est la moitié du taux d'investissement en nouvelles technologies des entreprises américaines. C'est-à-dire qu'on investit dans des équipements assez anciens, traditionnels, et pas du tout dans des équipements technologiques. Et donc, avant de proposer d'avoir de l'argent, il faut résoudre ce problème d'insuffisance du nombre de projets. Et donc, il faut résoudre les autres problèmes. Donc, il faut résoudre la taille, le problème de taille du capital risque, d'aversion pour le risque des épargnants, d'aversion pour le risque des entreprises,
d'absence de coordination des projets entre États, d'insuffisance de l'Europe dans la production de nouvelles technologies. Ça ne sert à rien de mettre de l'argent sur la table quand vous n'avez rien à financer. Et donc, il ne faut pas prendre de problème à l'envers. Donc, voilà ce que je voulais dire en introduction. Bon, évidemment, ce rapport est extraordinairement intéressant. Hein. Alors surtout, si vous vous intéressez aux problèmes sectoriels, sur la pharma, sur le transport, sur l'automobile, lisez les annexes qui sont consacrées à ces sujets sectoriels, qui sont une mine de documentation, de chiffres, etc. Sur ce qui nous concerne, je pense que Draghi, il veut dessiner un cadre idéal. Dans une Europe idéale, il y a plein de fonds de pension. Les épargnants se ruent sur les fonds de pension et sur le venture capital. Donc, le problème de financement des investissements à risque disparaît. Les startups deviennent beaucoup plus grosses et ne vont plus aux États-Unis. Enfin, vous savez que la plus grosse licorne française, c'est Doctolib, qui a 7 milliards d'euros de capitalisation. Je veux dire, comparé à Nvidia, ça ne fait pas grand-chose. Donc, donc, il y a un gros problème de croissance. Et donc, Draghi dit, ben voilà, on va corriger tout ça. Et il faut de l'argent, il faut changer la réglementation financière, il faut créer des fonds de pension, il faut sortir des spécificités nationales sur la régulation. Et il faut avoir un actif sans risque européen, il faut avoir un budget de l'UE beaucoup plus gros. Bon, le problème, c'est que tout ça, tout ça est assez improbable. Il y a de la pression, il n'y avait pas de pression. Je crois que les Européens resteront avec une forte aversion pour le risque. Les entreprises européennes resteront avec une forte aversion pour le risque. Pour le gazeux, c'est pas un problème. Si vous regardez les statistiques, par exemple, d'utilisation des nouvelles technologies dans les PME européennes, c'est affligeant, quoi, je dirais, donc, par rapport aux États-Unis. Il a fait beau. La coordination des politiques industrielles, ça sera extrêmement compliqué. Est-ce que les Européens sont prêts, par exemple, est-ce qu'on décide que le pays le plus doué pour faire des éoliennes, c'est le Danemark, c'est vrai, et que donc tous les investissements financés en Europe sur les éoliennes sont faits au Danemark. Et dans ce que Vestas. Et donc, je pense que les Européens sont pas prêts à ça. Et puis, il y a le problème de rentabilité du capital et donc d'attractivité de l'Europe pour les investissements technologiques. Donc, Draghi dit, bah, voilà, je vais résoudre tout ça, ce que je vais créer des fonds de pension, je vais créer de l'épargne à risque, mais je pense que c'est assez incompatible avec l'état des lieux sur les comportements des épargnants ou les comportements des entreprises européennes. Donc, il faut extraire du rapport Draghi ce qui est peut-être possible de faire concrètement. Et alors, clairement, on peut réformer les ratios de solvabilité. On peut avoir un prix de l'énergie qui ne soit pas la tarification au coût marginal. On peut harmoniser le droit des faillites. On peut harmoniser les réglementations financières. Voilà. Mais sauter à une situation en quelques années où il y aurait la structure des marchés de capitaux américains en termes de prise de risque, en termes de structure de l'épargne, je pense qu'ils ne faut pas rêver. Je veux dire, ce n'est pas faisable. Il faut vraiment avoir une approche du rapport Draghi en isolant, je crois, les points qui sont faisables et des points qui sont dans l'idéal, ça serait mieux. Évidemment, dans l'idéal, ça serait mieux qu'on ait des fonds de pension qui fassent 2 années de PIB comme dans le cours de PIB comme aux Pays-Bas, mais dans la pratique, on n'en aura pas, quoi, je veux dire. Et donc, on peut le proposer, mais ça n'arrivera à aucun développement concret. Donc c'est bien que ça existe. Hein, je veux dire, c'est pas une critique de Mario Draghi, mais il faut vraiment séparer ce qui est du wishful thinking de ce qui est réalisable à court terme, par plutôt des choses techniques, quoi, je veux dire. Mais les grands changements de comportement, je crois que c'est extrêmement difficile à obtenir. Voilà, donc
Jean-Patrick Artus, un immense merci. Quand vous avez gentiment accepté de faire cette présentation, j'avais une crainte qui était que vous parliez d'abord de vos travaux. Je me suis totalement trompée parce que vous avez exactement rempli la feuille de route. Et en vous écoutant, je me fais une réflexion sur le fondement du rapport Draghi. C'est qu'en fait, on retrouve un Draghi de toute son expérience, si j'ose dire. C'est-à-dire que presque plus que le banquier central européen qu'il a été, on retrouve son expertise et son savoir-faire comme membre de Goldman Sachs. Ce rapport, vous en avez dit, le point d'atterrissage au sein de l'Union européenne, et je crois que beaucoup, en tout cas, je partage beaucoup d'éléments de votre diagnostic. Moi, il y a deux choses qui me troublent, mais c'est peut-être avec un point de vue plus politique, c'est que quand le rapport Draghi est sorti, il y a deux chiffons rouges qui sont immédiatement sortis. Le premier, c'est cette histoire de l'endettement commun. Pourtant, ce n'est pas le cœur du rapport, mais on a vu que c'était ce qui avait été immédiatement sorti comme étant… C'est quand même… les 800 milliards d'euros, ils sont… Draghi propose qu'il soit financé par un endettement commun. C'est quand même près du cœur du rapport. Ouais. Mais donc, il y a ce chiffon rouge-là. Et le deuxième, qui croise beaucoup des éléments que vous avez indiqués, c'est la façon dont 20 États membres se sont jetés sur cette idée de la simplification. Alors que quand on regarde ce qu'il y a dans le rapport d'État sur la simplification, on a une simplification peut-être plus élaborée autour d'un 28e régime, de plus de règlements que de directives, tandis que là, on voit une crainte qu'au cœur de ce que vous avez appelé le modèle social européen, en fait, on retrouve un détricotage de ce qui fait ce modèle, avec ses inconvénients et ses avantages, par exemple, pour prendre une première victime qui serait CSRD. Donc, moi, j'ai envie de vous poser une question comme conseiller. Que diriez-vous à tous ceux qui sont ici et qui veulent bénéficier de la dynamique qui existe dans le rapport Draghi? Le rapport Draghi, il est fait pour la Commission et lui fait beaucoup appel au Conseil. Il propose de mettre en place un outil qui s'appelle le Competitiveness Coordination Framework, sans qu'on sache très bien ce que ça veut dire, mais en termes de pilotage, c'est le seul outil vraiment concret, innovant que j'ai vu. Donc, si on veut prendre ce que vous avez extrait comme étant faisable, il faut déjà trouver le pilote dans l'avion et la dynamique. Est-ce que vous avez une idée sur la façon de faire? C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est évidemment comme à EFR, dans les 10 propositions financières que vous avez identifiées, il y en a une qui fait partie de nos priorités dans nos réflexions, c'est la suite du discours de Christine Lagarde sur la transformation de l'ESMA en une SEC européenne. Or, si on regarde le mode d'emploi, on n'a pas grand-chose dans le rapport. Est-ce que sur ces deux points, vous avez une indication? Et puis ensuite, c'est vous qui aurez la parole. Et que vous avez déjà plein de questions. Oui, sur le premier point, moi je crois que le plus important, c'est la coordination des politiques industrielles. Parce que il y a un gâchis d'argent public aujourd'hui en Europe qui est colossal à cause de la concurrence pour l'attraction d'investissement. Et donc, il faudrait trouver une instance pan-européenne qui, ce que je disais, c'est compliqué, mais qui alloue les investissements industriels aux pays qui sont les plus à même de les accepter. Alors que la logique européenne aujourd'hui, c'est de donner quelque chose à tout le monde. Je veux dire, mais alors, c'est extrêmement compliqué. Enfin, je veux dire, mais si on reste dans cette situation de concurrence pour les investissements industriels, je crois que à nouveau il y aura un gâchis d'argent public et il y a un gâchis d'efficacité parce qu'on fera des investissements pour des raisons politiques et pas pour des raisons de compétences des populations ou d'infrastructures, etc. Donc je crois que le plus urgent, c'est de trouver
une instance un peu dirigiste, mais qui alloue les investissements. Alors, le problème, c'est que, à nouveau pour exemple, supposez qu'on décide que toute la production d'éoliennes doit se faire au Danemark, parce que c'est le pays qui est le plus en avance, qui a certains jours 100% de son énergie produite par de l'éolien, qui a une grande entreprise d'éoliennes, ça. Ben, quel intérêt ont les autres d'accepter ça? Donc, ça implique un niveau en fait, de fédéralisme très élevé, d'accepter que la fabrication des éoliennes, c'est le Danemark qui s'en charge parce qu'ils sont en avance, quoi, je veux dire. Donc, pour l'instant, on est dans une situation où on saupoudre les aides publiques sur toute l'Europe de façon très inefficace. Et ensuite, alors, quelle était votre seconde question sur j'ai pas vraiment de. Je ne sais pas ce que ça implique. Enfin, j'ai pas travaillé sur quelle est la partie des réglementations des marchés européennes qui est spécifique au pays. Donc, je ne sais pas si c'est une réforme de grande ampleur ou pas. C'est ça bien mieux que moi, mais je n'ai pas évalué combien de réglementations nationales devraient être changées si on avait une réglementation unique du marché européen. Bon, la protection des consommateurs, c'est à peu près la même comme beaucoup des pays européens. Et j'ai pas l'impression que ce soit un chantier monstrueusement effrayant. Je crois que le chantier de la coordination des politiques industrielles est beaucoup plus compliqué que le chantier de la centralisation de la régulation des marchés. C'est là où peut-être il y a un sujet, puisqu'effectivement, il repose d'abord sur le Conseil européen, alors que c'est là où cette discussion est la plus difficile. Et ça renvoie à un concept dont je n'arrive pas à retrouver le nom, mais qu'on maniait il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait la spécialisation. On avait cette idée qu'il fallait que chaque État soit spécialisé dans la production là où il était optimal. Mais bon. Oui, mais on en parlait il y a 20 ans. Oui, mais enfin, il y a des gens dans la salle qui sont beaucoup plus compétents, mais quelle est l'étendue des asymétries de réglementation des marchés? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit. C'est très coordonné. Alors, je vous propose de vous donner la parole. Et si vous pouvez pas proposer une question, mais une ou deux chacun, ça sera parfait. On va en prendre 3 à la fois. Parlez un petit peu fort, sinon les gens en vidéo ne vous entendront pas. Merci pour cette revue critique. Moi, je voudrais une question par rapport à votre remarque sur la garantie des États pour le risque et renvoie aussi à la position de Mario Draghi sur un actif non risqué au niveau européen qui serait déployable. Quelle est la limite de ce raisonnement, compte tenu que les États sont de plus en plus endettés en Europe et qui sont en l'absence de mutualisation des risques financiers et macroéconomiques, cet instrument peut être pas considéré comme sans risque. Comment résoudre ce problème? Excusez-moi, je n'ai pas entendu le mot fiscalité ou harmonie fiscale. Est-ce que c'est une grossièreté que vous avez parlé? Notamment sur l'attractivité. Sur l'attractivité, parce que le cache du système. Troisième question là. Oui, quelle est la part du déclin démographique dans les analyses de target? Voilà. Vous voulez en prendre plus? Peut-être, oui. Non, c'est un commentaire, un complément. Oui. Il y a un problème de gouvernance européenne qui explique beaucoup de choses. Pour faire du consensus, il faut qu'il y ait
pied dans la machine, on voit bien qu'il faut contenter 27, d'où de la complexification. Draghi arrive en disant je vais tout simplifier, c'est très gentil. Mais si on ne touche pas à la gouvernance européenne, que se passe-t-il? Pour l'ESMA, c'est un des rares sujets où je reprends, je crois, le rapport de l'État en disant qu'il faut une gouvernance interne à l'ESMA qui change complètement. D'autres idées de ce type-là sur la table. Bon, alors, garantie des États. Oui, mais enfin, mon point, c'est que si on garantit les activités de financement à risque, ça n'a aucun coût effectif ex post pour les finances publiques, parce que ces activités en moyenne sont rentables. C'est-à-dire, on sait bien que d'abord il y a quand on regarde les fonds de private equity, d'abord il y a une sélection des projets, on ne finance pas tout. Et puis, il y a quand même une amélioration en général de la gestion des entreprises qui est liée à l'arrivée d'un fonds. Moi, mon point, c'est que ça n'aura aucun coût effectif pour les finances publiques européennes. Alors, effectivement, il faut regarder le traitement de ces garanties le traitement de ces garanties maastrichtiens. Enfin, je veux dire, Maastricht, on n'est pas très, on est un peu loin de la réalité maintenant. Je veux dire, donc, je ne crois pas qu'il y ait de problème je pense que les États peuvent garantir un certain nombre de financements sans subir de coûts effectifs de ce fait. La fiscalité, oui, alors moi, j'ai pas parlé de la fiscalité. Bon, Draghi n'en parle pas. Hein, effectivement, c'est un problème d'attractivité à l'intérieur de l'Europe. Enfin, je veux dire, vous avez les cas les plus extrêmes. Enfin, je veux dire, vous avez c'est pas tellement le poids de la fiscalité, c'est la répartition de la fiscalité sur les différents impôts. Si vous regardez, alors, le Danemark ne fait pas partie de l'UE, mais enfin, on est presque. Au Danemark, il n'y a pas de cotisation sociale et la fiscalité est basée sur les impôts sur le revenu. En France, l'impôt sur le revenu est beaucoup plus faible et il y a plein de cotisations sociales. Et donc, ça crée des biais de compétitivité et des biais d'attractivité colossaux. Je suis complètement d'accord avec ça. Enfin, bon, ce n'était pas l'objet du rapport Draghi. Peut-être que les efforts à harmoniser la fiscalité européenne, en général, ont harmonisé les endroits où il n'y avait pas vraiment d'utilité. Par exemple, il y a un taux de TVA minimum de 15%. Bon, tout le monde est au-dessus de 20 aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune harmonisation, par exemple, des cotisations sociales des employeurs. Ce qui serait nécessaire pour faire un level playing field pour les entreprises. Donc, oui, enfin, ce n'était pas l'objet du rapport Draghi et je crois que j'ai bien lu et qu'il en parle fort, d'harmonisation de la fiscalité. Qu'est-ce que la démographie? Oui, si, alors c'est central. Enfin, si vous regardez la population en âge de travailler en Europe, on est à moins 0,7% par an. Alors, ça a été compensé pour l'instant par la hausse du taux d'emploi. Le taux d'emploi en Europe a augmenté de 3 points depuis 2018. Donc, ça fait 3 points en 6 ans, et donc ça fait 4 ou 5% par an, et donc ça a plus que compensé le déclin démographique. Mais le problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de gains de productivité. Les gains de productivité sont légèrement négatifs depuis 2017, et que la population en âge de travailler décroît. Donc, s'il n'y avait pas de la hausse du taux d'emploi, la croissance européenne aurait été négative depuis 2018. Alors qu'aux États-Unis, vous avez des gains de productivité pratiquement de 2% par an et il y a une immigration. Alors, la hausse de l'emploi aux États-Unis, c'est une hausse par l'immigration. La démographie
le taux de fécondité des femmes américaines, c'est 1,7, donc il est inférieur à 2, mais il y a eu 3 millions d'immigrants nets l'année dernière. Donc il y a une immigration colossale. On va voir ce que fait Trump. Vous savez que si Trump met son programme en place, s'il est élu déjà, et s'il met son programme en place, c'est-à-dire arrête l'immigration et droits de douane, les estimations, c'est que l'inflation des États-Unis montera vers 7-8%. Et comme il veut revenir sur l'indépendance de la Banque centrale ne le fera pas. Donc, si vous vous intéressez aux États-Unis, on a probablement une grande inquiétude à avoir sur les taux d'intérêt à long terme américains si Trump est élu. Mais la démographie américaine jusqu'à Trump est extraordinairement différente de la démographie européenne. Et donc, normalement, on attendrait de pays avec une démographie déclinante qui fassent un énorme effort de modernisation. Alors, si vous regardez le Japon ou la Corée, démographie japonaise ou coréenne, la Corée, c'est le record du monde d'horreur démographique, puisqu'il y a 0,7 enfants par femme. Ce qui fait que la population est divisée par 3 à chaque génération. Mais c'est aussi le pays où la robotisation de l'industrie est la plus avancée. Il y a 4 fois plus de robots industriels qu'en Europe et où les dépenses de recherche-développement, c'est 5% du PIB. Donc, c'est plus du double de l'Europe. Donc, ils essaient de compenser le vieillissement démographique par des gains de productivité. D'ailleurs, ils ont gardé des gains de productivité en Corée de l'ordre de 2% par an par la modernisation de l'industrie, par des investissements en technologie. Et alors, l'Europe n'a pas du tout compensé le vieillissement démographique puisque, à nouveau, je citais les chiffres tout à l'heure, son effort technologique est extrêmement faible. Et donc, le point de Draghi, c'est on peut rien faire à la démographie, mais faisons comme les Coréens. Donc, robotisons, faisons de la recherche-développement, resserrons les liens entre la recherche fondamentale et les entreprises pour que la recherche en entreprise bénéficie des avancées de la recherche fondamentale et fabrique des produits nouveaux, etc. Donc, et alors, gouvernance européenne, oui, mais le problème, c'est que l'Europe n'a pas de fédéralisme. Je veux dire. Donc c'est du chacun pour soi dans les négociations européennes. Et donc, on voit Next Generation EU. Enfin, Next Generation EU, c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'il fallait surpondérer à ce point l'Italie au détriment de l'Allemagne, et ça a été fait sur des critères de niveau de vie. Il n'y a aucune étude qui a été faite sur l'efficacité de l'allocation de l'argent européen à telle ou telle industrie dans tel ou tel pays. Et si on était un État fédéral, aux États-Unis, on n'envisage pas de réindustrialiser la Floride, je veux dire. Donc si on était en Europe, on envisagerait de réindustrialiser la Floride et il y aurait des crédits européens pour la réindustrialisation de la Floride. Donc en fait, on ignore les avantages comparatifs. Et donc il y a un coût terrible qui est le coût d'absence de fédéralisme qui fait que les aides publiques européennes ou nationales sont faites sur une base nationale et pas sur une base des avantages comparatifs des différents pays. On en revient à l'allocation optimum des moyens de production, qui était l'expression que je cherchais. Mais il y a quand même, dans le rapport Draghi, je trouve un avantage qu'il faut souligner, qui est que justement, plutôt que de partir de l'addition des demandes et des envies de chaque État membre, il essaye de poser des réflexions européennes. Oui. Et ça, il faut quand même le dire, parce que sinon, on va perdre beaucoup de choses. Mais dans cette pensée européenne, il y a peut-être un élément qui nous manque, me semble-t-il, c'est comment est-ce que si on arrive à remettre en route
cette machine à investissement et à productivité, on est sûr que les investissements sont fléchés là où on le veut, là où le contrat social européen a décidé de le faire, c'est-à-dire dans cette transition juste d'une certaine manière. Et j'ai une question en ligne pour vous. Vous avez abordé le rôle des banques nationales publiques dans le contournement de l'aversion au risque des épargnants. Avez-vous des éléments de dimensionnement quant à la taille optimum qu'il faudrait donner à ces banques, notamment BPI France? Quel pourcentage de l'épargne devrait être rerouté vers ces dernières? Via quelle typologie de produits? VC, garantie, prêt sans garantie, autres. Il y a d'autres questions dans la salle. Oui, je voudrais des dames, je suis désolée, hein, il y a 7 mains d'hommes se lever. Merci. Moi, je me posais la question, on a parlé de formation et de productivité dans les entreprises. Concrètement, est-ce que ce sont des leviers, des leviers pour l'avenir maintenant, mais est-ce qu'il y a des choses aussi Voilà, maintenant vous avez une dame, vous aurez droit à 2 hommes. Bon, merci. Oui, une question sur l'assouplissement de la solvabilité que j'avais évoqué. Alors, 2 points. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact significatif? 2, est-ce que le Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, est favorable à cette mesure? Et vous avez parlé à un moment de pension insuffisante en France. Vous avez fait allusion aux retraites, à la fin des retraites. J'ai quand même l'impression qu'en France, on oppose dépenses publiques et investissements privés. Et pourquoi pas un fonds de pension souverain qui finançait non pas le système des retraites, mais le déficit des retraites? Alors, on dira, on n'est pas la Norvège, on n'est pas le Qatar, on a quand même la chance des participations de l'État. Et on a déjà, par exemple, l'État possède 24% de l'EJ. Il y a toujours des polémiques quand on dit que les grandes entreprises font des super bénéfices, mais il y en a quand même 24% des super bénéfices qui reviennent à l'État. Donc, si on avait un système un petit peu intermédiaire, on pourrait peut-être arriver à trouver un équilibre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour finir, madame. Peut-être en lien avec les retraites et on va dire intermédiaire entre les fonds de pension et la collectivité, il y a quand même en France le développement des PER et l'agro-industrie verte qui flèchent l'épargne des épargnants vers l'épargne longue et vers des produits plus risqués, moins liquides. Vous n'en avez pas, ou le rapport Draghi n'en parle pas, vous n'avez pas d'espoir là-dessus, c'est trop petit. Enfin, voilà, on l'appelle. Un PER dont on comprend qu'il peut être remis en cause dans les arbitrages en cours. Voilà. Pardon, on va prendre une 6e question. Plus fort. Quelques enseignements sur la méthodologie qui a été poussée par M. Draghi. Il a fait son rapport un peu seul, il avait une commission, il a synthétisé les choses. Et une question qui va avec, est-ce qu'il s'en est exprimé auprès du commissaire qui est en charge de la concurrence? C'est faut qu'on veut spécialiser dans des pays, on fabrique des monopoles, et ça, le commissaire à la concurrence, c'est notre gouvernement. Alors, quelle taille pour BPI? On ne peut pas supposer que toute l'épargne à risque serait transitée par BPI, ça serait un peu exagéré. Si on fait pourtant cette hypothèse, il faudrait multiplier par 10 la taille de BPI pour avoir une épargne à risque qui soit au niveau de ce qu'elle est aux États-Unis. Un BPI, KfW, etc. Donc c'est le fameux rapport de 1 à 10 entre les investissements à risque aux États-Unis et les investissements à risque en Europe. Formation. Il y a plein de travaux qui montrent que. Alors, je parle plutôt de la France parce qu'il y a des. Bon, en France, on ne forme pas les chômeurs et on ne forme pas les salariés de plus de 50 ans. Et l'exemple des pays, par exemple l'exemple de la Suède, etc., montre que c'est précisément les 2 catégories sur lesquelles il faut faire porter le plus gros effort de formation, sur les chômeurs et sur
et sur les personnes de plus de 50 ans, parce que bah, c'est pour des raisons évidentes, parce qu'il faut renouveler leur savoir, quoi. Et donc, on a une formation, malgré la réforme, hein, qui reste mal ciblée et qui reste une formation de cadre du secteur privé bien formé. Donc, sur le ratio de solvabilité, mais à nouveau, c'est le même raisonnement que pour les garanties publiques. Si vous autorisez les assureurs à détenir beaucoup plus de private equity, enfin, je veux dire, effectivement, les fonds de private equity parfois font des pertes, mais en moyenne, c'est le raisonnement de solvabilité, et c'est le même sur les ratios de Bâle, hein. C'est un raisonnement d'abord à court terme, et puis en mettant les choses au pire. Si vous regardez en moyenne sur 5 ans la performance des fonds de private equity, elle est très élevée. Et donc, augmenter la taille des fonds de private equity dans les portefeuilles d'assureurs, ça n'aurait aucun effet en réalité défavorable sur la solvabilité des assureurs. Donc, on fait à chaque fois des stress tests avec des hypothèses extrêmement pessimistes, mais qui ne se réalisent jamais, quoi, je veux dire. Donc, je crois qu'il y a une marge de manœuvre pour augmenter encore la taille du private equity dans les portefeuilles d'assureurs. Sur les fonds de pension, oui, je voulais faire une réflexion aussi sur le fléchage de l'épargne. L'idée qu'on peut flécher l'épargne, alors votre question, c'est un cas particulier du fléchage de l'épargne. On flécherait l'épargne vers le financement des retraites. Mais les gens qui parlent de fléchage de l'épargne, à mon avis, ne comprennent pas qu'aujourd'hui, l'épargne est égale à l'investissement. Et donc, si vous détournez de l'épargne d'un de ces emplois, vous allez aussi, par exemple, détourner de l'épargne du financement du logement vers le financement des retraites ou vers le financement des entreprises industrielles, ça fera chuter le nombre de logements mis en chantier, quoi, je veux dire. Et donc, flécher l'épargne, quel que soit le fléchage, ça c'est pas une solution. Je veux dire, aujourd'hui, nous utilisons toute notre épargne en dehors, alors je l'ai déjà dit, en dehors au niveau européen de l'épargne qui n'est pas utilisée en Europe et qui est prêtée essentiellement aux États-Unis et qui fait 3 points de PIB. Et en France, par exemple, il y a un déficit de la balance courante et donc on a une insuffisance d'épargne. Et donc, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de cassette, comme dit la Molière, avec de l'épargne qui n'est pas utilisée, quoi, je veux dire. Ça peut, vous habillez Paul pour déshabiller Jacques ou l'inverse, si vous je crée un nouveau produit. Alors, probablement, on va créer un produit d'épargne industrielle qui financerait l'industrie. Et cette épargne sera prise à une autre utilisation de l'épargne. Ça sera pris peut-être au logement, ça sera pris peut-être au financement de l'État, etc. Il y a la partie qui est de l'épargne européenne qui finance justement l'économie américaine. Oui, mais alors, je parle de la France. Alors, en Europe, l'enjeu, c'est de garder l'épargne des Européens en Europe. Et à nouveau, tant que les investissements aux États-Unis sont incroyablement plus rentables que les investissements en Europe, ça sera aussi difficile. Si ce n'est, et c'est pour ça, je crois que Draghi propose de créer un produit, une dette publique européenne, créer un nouvel actif financier européen qui attirerait beaucoup d'investissements nouveaux, hein, et qui contribuerait à garder l'épargne en Europe. Mais en France, il n'y a pas d'épargne disponible pour faire quoi que ce soit. Toute l'épargne est utilisée. Donc, si vous fléchez de l'épargne quelque part, vous enlevez un autre financement. Et ensuite, oui, le PER, les PER, le produit d'épargne retraite, c'est un succès. C'est un succès parce que c'est un produit intelligent.
Vous pouvez faire beaucoup d'actions au début et vous réduisez le poids des actions au cours de la vie du produit. Vous avez des règles de gestion qui sont obligatoires mais qui sont suggérées. C'est un produit intelligent et c'est un produit qui peut contribuer et qui a déjà contribué à ramener les Français vers les actions. Politique de la concurrence. Alors, la politique de la concurrence, quel était le cadre de la question? C'était. Oui, j'indiquais que c'est un cas qui est très connu, par exemple en aviation et en informatique notamment. Oui. À chaque fois qu'on a regroupé les entreprises autour d'un projet réglementé, ou intérêt industrialisé, c'était immédiatement le commissaire à la concurrence qui a dit qu'il ne voulait pas laisser. Il y a deux questions. Il y a la question du marché pertinent. Le commissaire à la concurrence, en général, il est en train de changer. Il estimait que le marché pertinent, c'était le marché européen. Si vous estimez que le marché pertinent, c'est le marché mondial, vous arrivez à une politique de la concurrence beaucoup plus ouverte aux grosses fusions en Europe. Donc je crois que la doctrine est en train de changer vers un marché pertinent qui soit le marché mondial. Et puis là, il y a la seconde question, c'est la protection des industries naissantes. Vous ne pouvez pas, si vous voulez avoir une industrie européenne, une industrie de la batterie européenne, vous ne pouvez pas ne pas la protéger, à la fois en acceptant qu'il y ait peu d'acteurs et à la fois en mettant des droits de douane sur les batteries importées. Parce que si vous ne la protégez pas, vous n'aurez pas. Je parle de temps en temps au PDG de Vercor, vous savez, qui a créé une gigafactory dans le Nord qui est en train d'ouvrir. Et il est très clair, s'il n'y a pas de protection à la fois de la part des autorités de la concurrence et de la part une protection douanière, etc., acceptée par l'OMC, il va fermer. Je veux dire, ça, on ne développera pas d'industrie des batteries européennes parce qu'à ce stade, construire une batterie en Europe, c'est 2 fois plus cher que construire une batterie en Chine. Et donc, je crois que les règles de la concurrence vont évoluer, d'une part pour protéger les industries naissantes, et d'autre part pour passer à un marché pertinent qui soit le marché mondial. Je ne sais pas si la concurrence, le commissaire à la concurrence interdirait aujourd'hui la fusion Alstom-Siemens, compte tenu de la taille des concurrents chinois. Donc il y a une doctrine à évaluer, clairement. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question, même si l'heure a débordé. Parce que donc, il y a l'épargne européenne qui va vers les États-Unis. Il y a aussi l'épargne américaine qui va vers l'Europe. Mais je parle en net. Hein. C'est en net, il y a 3 points de PIB d'épargne européen qui est investi. Alors, dans le reste du monde, mais le reste du monde est très américain. Alors, on ne sait pas exactement. Il y a votre retraité des places offshore, c'est un cauchemar. Je veux dire, cette épargne transite parfois par les îles Caïmans, etc., mais elle arrive aux États-Unis. Mais on sait quand même que si on regarde les deux côtés, on sait que les États-Unis attirent 6 points de PIB de capitaux à long terme, entre des investissements d'entreprise, des investissements d'actions, des investissements en obligations d'État, et que l'Europe perd 3 points de PIB de capitaux à long terme. Et les États-Unis se financent, les 2 financeurs des États-Unis, c'est le Moyen-Orient, le pays de l'OPEP, et c'est l'Europe. Et d'ailleurs, ça leur permet, il n'y a pas de problème du tout de déficit public des États-Unis. Il y aurait un problème c'est 7 points de PIB de déficit public des États-Unis. Ils s'en inquiètent absolument pas, et Kamala Harris va le faire monter si elle est élue à 8 ou 9 points de PIB. Mais ce qui compte, c'est que les États-Unis attirent suffisamment de capitaux pour ne pas avoir un déficit de leur balance courante qui excède les entrées de capitaux. Or, aujourd'hui, le déficit de la balance courante des États-Unis, c'est beaucoup moins que les entrées de capitaux aux États-Unis. Donc, les États-Unis peuvent attirer encore plus de capitaux. Et ça, c'est pas bon pour l'Europe.
cher Patrick Artus, un grand merci pour cet exposé lumineux. Je pense que tout le monde a pu s'enrichir de votre exposé. Je note quand même que autour de ces questions de concurrence, il y a des enjeux à la fois de théorie, d'approche, de doctrine, qui vont sans doute nourrir beaucoup de débats dans ce pays, mais aussi au sein de la prochaine commission, sous la responsabilité de Teresa Ribera. Et je note aussi quand même que fondamentalement, alors que Mario Draghi a produit ce rapport pour la présidente de la Commission européenne, c'est à cette prochaine commission, bien plus me semble-t-il qu'au Conseil européen, qu'on doit imaginer une fonction de leadership pour mettre en œuvre ce qui peut être pris du rapport Draghi. Et je crois que les 4 réserves que vous avez formulées sont très structurantes pour comprendre comment est-ce qu'il faut peut-être aussi articuler le rapport Draghi avec d'autres rapports qui ont pu être produits. Par exemple, le rapport l'État, qui lui est beaucoup plus centré, beaucoup plus déterminé par ce qu'est le modèle social européen. Donc un très grand merci. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne. Merci à ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin dans cette salle. Vous avez le privilège peut-être de pouvoir encore échanger quelques instants avec Patrick Artus. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour un échange avec Nicolas Calcoen sur des sujets peut-être un peu plus marché financier et gestion d'actifs. Mais de toute façon, je vous souhaite une bonne journée.